Et si je vous disais que les criminels les plus dangereux du monde n'étaient pas de simples voyous, mais de véritables stratèges, capables de penser à l'échelle de continents, de flux financiers et de générations entières. Derrière les fusillades, la violence et la peur, il existe une autre réalité, plus froide, plus méthodique, celle de cerveaux qui ont conçu le crime comme une entreprise globale. Le marché noir n'est pas un chaos improvisé, c'est un système. Et comme tout système durable, il a été imaginé, structuré et perfectionné par des architectes. Dans les années 1970, alors que la plupart des États luttaient encore pour comprendre l'ampleur du trafic de drogue, certains hommes avaient déjà plusieurs coups d'avance. Ils observaient les routes commerciales légales, les failles des frontières, la corruption endémique, la pauvreté rurale et la soif insatiable de consommation dans les grandes villes du Nord. Là où d'autres voyaient des risques, eux voyaient des opportunités. Le crime devenait une science appliquée. Pablo Escobar n'était pas seulement un trafiquant, il était un organisateur. Né dans un environnement modeste, il comprit très tôt que la violence brute ne suffisait pas. Pour durer, il fallait gagner l'adhésion, ou au moins la résignation. Il investit dans les quartiers pauvres, construisit des maisons, des terrains de football, des routes. Ce n'était pas de la générosité, c'était une stratégie. En échange, il obtenait le silence, la loyauté et un réseau humain prêt à le protéger. Escobar comprenait une règle fondamentale du marché noir. Un empire ne tient pas seulement par la peur, mais par l'utilité qu'il représente pour son environnement. Son génie résidait aussi dans sa compréhension des flux. La cocaïne ne devait pas seulement être produite, elle devait circuler. Escobar étudia les routes maritimes, les couloirs aériens, les ports négligés. Il transforma de simples pistes clandestines en véritables hubs logistiques. Chaque maillon avait une fonction précise, chaque acteur était remplaçable, mais le système, lui, restait intact. Comme une multinationale illégale, son organisation pouvait perdre des hommes sans perdre sa capacité de production. Des années plus tard, à des milliers de kilomètres, Joaquim El Chapo Guzman appliquait des principes similaires, mais avec une approche différente. Là où Escobar aimait le pouvoir visible, El Chapo cultivait l'ombre. Il comprit que la discrétion était devenue une arme plus efficace que l'intimidation publique. Son empire reposait sur la modularité. Des cellules autonomes reliées par des flux d'argent et d'informations capables de fonctionner même si le sommet disparaissait temporellement. Les tunnels qui firent leur légende n'étaient pas de simples trous creusés à la hâte, ils représentaient une vision. El Chapo anticipait la surveillance, la technologie, les radars, les drones. Il investit dans l'ingénierie comme d'autres investissent dans la publicité. Chaque tunnel était un pari contre l'État, une démonstration que l'innovation ne s'arrêtait pas aux frontières de la légalité. Ce qui unit ces figures, au-delà de leur brutalité, c'est leur capacité à penser en termes de systèmes complexes. Le marché noir fonctionne comme une économie parallèle, avec ses règles, ses incitations et ses sanctions. Les architectes du crime ont compris que pour durer, il fallait contrôler trois piliers: la production, la distribution et la finance. La violence n'intervenait qu'en dernier recours, comme un outil de régulation, jamais comme une fin. L'argent, surtout, était le nerf de la guerre. Les génies du crime ne se contentaient pas d'accumuler des billets, ils les faisaient circuler, blanchir, investir. Entreprises de façade, banques complaisantes, paradis fiscaux, chaque dollar devait perdre son odeur de poudre et de sang. Cette maîtrise financière leur permettait de corrompre, d'acheter de temps, de transformer des ennemis potentiels en alliés silencieux. Le crime devenait invisible, dilué dans l'économie légale. Mais un empire criminel n'est jamais statique, il doit s'adapter ou mourir. Lorsque la pression policière augmentait, les routes changeaient. Quand un produit devenait trop risqué, un autre prenait sa place. Les architectes du marché noir anticipaient les tendances comme des analystes financiers. Ils observaient les lois, les campagnes politiques, les crises économiques. Une nouvelle réglementation signifiait une nouvelle opportunité. Une frontière renforcée en ouvrait une autre, plus discrète. Cette capacité d'adaptation reposait sur une connaissance profonde de la psychologie humaine. La peur, la gridium, la loyauté, la survie. Les chefs savaient exactement comment motiver leurs hommes. Promesses d'ascension sociale, protection des familles ou menaces implicites. Le système récompensait l'efficacité et punissait l'échec.
Dans ces organisations, la méritocratie était souvent plus brutale, mais aussi plus claire que dans bien des entreprises légales. Pourtant, derrière la froide rationalité, il y avait toujours une fragilité. Plus un empire grandit, plus il attire l'attention. Plus il génère de richesses, plus il suscite de convoitises. Les architectes du crime vivaient dans une tension permanente. Chaque décision pouvait renforcer l'édifice ou provoquer son effondrement. La trahison n'était pas une exception, mais une variable intégrée au calcul. On ne faisait confiance qu'aux chiffres et aux résultats. Lorsque Pablo Escobar déclara la guerre à l'État colombien, ce fut moins un accident de folie qu'une erreur stratégique. Il avait sous-estimé la capacité d'adaptation de ses adversaires. L'État, lent mais persistant, apprit à penser comme lui. Les alliances internationales, le renseignement, la technologie finirent par réduire son avantage. Son empire s'effondra non pas par manque de violence, mais par excès de visibilité. El Chapo, lui, tenta d'éviter ce piège, mais même la discrétion a ses limites. À mesure que le marché noir se globalisait, les États coopéraient davantage. Les architectes du crime se retrouvèrent confrontés à un système qu'ils avaient en partie inspiré, un réseau mondial, interconnecté, capable de traquer l'argent et l'information. La partie devenait plus complexe, plus risquée. Pourtant, le marché noir ne disparut pas. Il se transforma. Des nouveaux architectes émergèrent, moins connus, parfois plus technologiques. Cybercriminalité, trafic de données, réseaux numériques. Les principes restaient les mêmes. Innovation, adaptation, contrôle des flux. Les leçons d'Escobar et d'El Chapo n'avaient pas été oubliées. Elles avaient été étudiées, affinées et parfois même améliorées. Ce qui choque lorsqu'on observe ces empires, ce n'est pas seulement leur violence, mais leur efficacité. Ils révèlent une vérité dérangeante. Le marché noir fonctionne comme une économie parallèle avec ses règles, ses incitations et ses sanctions. Les architectes du crime ont compris que pour durer, il fallait contrôler 3 piliers, la production, la distribution et la finance. La violence n'intervenait qu'en dernier recours, comme un outil de régulation, jamais comme une fin. Comprendre ces génies du crime n'est pas les glorifier, c'est reconnaître que le marché noir est une construction humaine, rationnelle, pensée, et non seulement un déchaînement de chaos. Tant que ces fondations existeront, d'autres bâtisseurs prendront la relève, plus discrets, plus intelligents, plus patients. Et peut-être qu'est là la vérité la plus troublante. Les architectes du marché noir ne sont pas des anomalies. Ils sont le miroir noir de notre monde. Des entrepreneurs de l'illégal qui appliquent, sans morale, les mêmes règles que les empires légaux. Tant que l'ingéniosité humaine cherchera le pouvoir et la richesse, certains continueront à bâtir dans l'ombre des empires que l'on ne voit qu'une fois qu'ils sont devenus trop grands pour être ignorés.